Alors oui, ils sont nombreux à nous suivre, notamment sur notre page Facebook Sen TV officielle. Vous pouvez réagir, poser vos questions, Abdoulaye Mbow. Nous allons bien sûr en débattre justement Effectivement, sur ce plateau. les internautes s'intéressent beaucoup et de plus en plus, de mieux en mieux à l'émission L'Essentiel, parce que chaque jour, nous voyons en tout cas un flux de nouveaux internautes qui s'intéressent à l'émission, à son contenu, mais également à ses orientations, sans oublier ses invités de marque. Alors comment se porte Dakar actuellement? Il fait chaud, il y a beaucoup d'embouteillages. Fort heureusement, aujourd'hui, assez exceptionnellement, j'ai pas dû traverser la VDN parce que au moment où j'arrivais, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages. Mais vous savez, à certaines périodes du mois, surtout quand le mois est assez creux. Non mais moi j'y étais, hein, il n'y avait rien de changé. Hein. Ouais, ben, en tout cas, entre 14h30 et 15h, parce que c'est l'heure à laquelle j'arrive ici à la rédaction, à cette heure-ci, contrairement à la semaine dernière, il y avait beaucoup d'embouteillages, mais aujourd'hui, fort heureusement, mais vous savez, souvent, des Abdoulaye Mbow, des Evelyne Mandjouba, des Léopold Tamba manquent de carburant à une période du mois. Ah oui, c'est pour ça que... Ah mais ça c'est un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle. Très bien. Il faut se nommer Monsieur Ba ou Monsieur Diop. On va entrer dans les détails pour ne pas manquer de carburant. Justement, alors ce soir, nous parlons économie encore une fois, prétextant justement cette sortie de cette équipe des services du Fonds monétaire international qui a fait bien sûr la une de presque tous les journaux. Et pour en parler, nous sommes avec Omar Ba, économiste, enseignant-chercheur à l'UCAD. Vous allez bien? Ça va bien, merci, je vous remercie de cette invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, nous sommes également, Abdoulaye, avec Cheikh Diop, syndicat du secrétaire général de la CNTS-FC, effectivement, Force du changement. Syndicat du pétrole et du gaz, c'est bien ça? Merci. Et au passage, je salue le professeur. Merci de l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cette sortie des services du Fonds monétaire international qui a fait la une de presque tous les quotidiens, qui valide la gestion de l'ex-ministre de l'économie et des finances Amadou Ba, au moment où certains économistes prédisaient plutôt un chaos par rapport à l'économie du Sénégal. Comment voyez-vous, Monsieur Ba, la situation économique du Sénégal? Bien, je vous remercie. J'en profite pour également saluer donc M. Diop, avec qui nous allons partager un peu certaines idées et certaines discussions, etc., le débat. Je ne parle pas de chaos, hein, en fait. Les économistes n'ont jamais prédit un chaos. Hein. Certains, en tout cas, l'ont prédit avec cette vérité des prix qui s'annoncent. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui allaient se poser, dont on avait parlé et qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire les contraintes liées à l'évolution économique. Parce que si depuis un an à peu près, on parlait déjà de la croissance économique, les gens d'ailleurs discutaient un peu de cette croissance qui devait être à 5%, 7%, 6%, etc. Et le point essentiel, c'était que cette croissance n'était pas inclusive, c'est-à-dire qu'on disait souvent que les populations ne ressentaient pas justement cette croissance de 6-7%, puisqu'on a l'habitude de voir des taux de croissance de ce niveau qui permettent donc aux populations d'avoir un niveau de vie donc en hausse. Évidemment, ce problème s'est posé et je pense que les économistes en avaient parlé en disant que cette croissance en fait ne se ressent pas auprès des populations parce qu'il y avait des contraintes qui se posaient. Ce n'était pas le chaos, mais des contraintes. Et ces contraintes, nous pourrons en parler tout à l'heure, parce que c'était la nature même de cette croissance qui avait donné ce taux-là, puisque cette nature de croissance ne repose pas sur les consommations des populations. Le premier point, puisque on le développera après. Si nous prenons la croissance, c'est-à-dire le produit intérieur brut qui constate, si vous voulez, l'évolution de la richesse d'un pays, il y a 3 éléments qui composent ce produit intérieur brut. Ce sont les ressources et richesses créées par les entreprises, ce qu'on appelle donc les valeurs ajoutées des entreprises. Donc c'est le premier élément et devrait être l'élément le plus important. Le deuxième point, ce sont les consommations des ménages. Et le troisième point, c'est la part de l'État dans sa politique
d'investissement, les investissements collectifs de l'État. Sur ces 3 points, l'essentiel d'une croissance économique devrait reposer sur la partie entreprise, création de richesses, création d'emplois et consommation des ménages. Pour le Sénégal, nous n'avions pas eu les bases de croissance à partir de ces 2 éléments. La base essentielle reposant essentiellement beaucoup plus sur les investissements de l'État. Et je pense que c'est ce que d'ailleurs le Fonds monétaire a constaté. Et les économistes en avaient parlé en son temps. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'introduction. Et nous verrons ensuite que devrait faire l'État pour mieux redresser cette situation, surtout à l'endroit des entreprises nationales, c'est-à-dire des entreprises installées au Sénégal. Alors, introduction pour M. Ba, entrée avant le déjeuner pour M. Cheikh Diop. Quelle a été la première lecture que vous avez faite suite justement à la sortie de l'équipe du Fonds monétaire international? Oui, la sortie de l'équipe du Fonds monétaire international rassure quelque peu, il faut bien le dire, parce que beaucoup pensaient que quand même le pays était au bord de la catastrophe. Le Fonds monétaire et tous les partenaires financiers, leur appréciation importe pour le pays, d'une part pour les investisseurs, mais également d'autre part pour permettre au pays d'être crédible. Mais en fait, nous, la lecture que nous faisons en tant qu'acteurs sociaux, c'est effectivement une croissance qui bouge dans le bon sens, c'est bon. Mais il est mieux pour nous une croissance inclusive. Que les populations, les travailleurs sentent la croissance. Et pour cela, le professeur l'a dit, nous tenons beaucoup à la santé de l'économie qui repose sur les industries, sur les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons depuis toujours revendiqué la relance des entreprises en difficulté. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en difficulté et qui pourraient être relancées, facilement d'ailleurs. De ce point de vue, l'État avait répondu favorable, mais depuis lors, il n'y a pas eu d'avancée significative. Une cellule pour la relance des entreprises en difficulté était créée au niveau de la primature. Mais on n'a jamais eu le programme de relance. On n'a jamais eu on n'a pas eu d'acte concret pour la relance de ces entreprises en difficulté. Aujourd'hui que la primature est supprimée, qu'est devenue cette cellule de relance des entreprises en difficulté? Je veux simplement dire que nous tenons à l'emploi, nous tenons à la bonne santé de nos entreprises, à une économie et à une croissance inclusive. D'accord, très bien. Alors, d'une part, on parle d'une économie extrêmement favorable, avec des perspectives favorables, mais d'autre part, on parle aussi de vérité des prix, on parle de réduction du train de vie de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Bon, comme le disait tout à l'heure M. Diop, il est évident qu'une économie, c'est un ensemble. Donc, depuis la consommation des ménages, c'est-à-dire les travailleurs, les entreprises et ensuite les investissements collectifs. Maintenant, si on dit que l'économie a des perspectives, ce sont les taux de croissance prévisionnels donc, du Fonds monétaire international. Nous y reviendrons tout à l'heure d'ailleurs sur les composantes de ce taux de croissance. Mais s'il y a une charge importante au niveau de l'État, ce sont le fonctionnement, les charges de fonctionnement de l'État. Puisque cela pèse lourdement dans le budget. Puisque comme nous le savons, le budget qui est établi chaque année, donc qui repose sur 2 mamelles, un budget d'investissement et un budget de fonctionnement, la partie concernant les dépenses donc de fonctionnement pèse lourdement sur le budget de l'État. Puisque je peux prendre quelques exemples. Si nous voyons que la masse salariale des fonctionnaires et de l'ensemble donc des structures qui sont prises en charge par le budget de l'État porte annuellement sur près de 1000 milliards. Vous vous rendez compte, cela représente environ le quart de notre budget annuel. C'est très lourd pour un petit pays, enfin pour un pays à revenu moyen. Cela explique
également que, avant d'ailleurs, tout à fait au début, nous avions parlé, en général lors des débats et des interventions, nous avions parlé un peu de la réduction justement de ces charges de fonctionnement, et d'où d'ailleurs cette baisse, si vous voulez, donc de certaines charges portant sur les véhicules, les téléphones. Mais également, il faudrait qu'on sache que l'État n'a pas vocation à créer des emplois, puisque la masse salariale fonctionnelle donc de l'administration est extrêmement élevée par rapport donc à notre budget et par rapport à notre revenu de PIB. Donc il est bon que l'État puisse voir un peu comment redresser, si vous voulez, cette charge salariale. Je ne dis pas qu'on doit diminuer les salaires de tout le monde, mais il y a des niveaux de salaire qui ne peuvent pas se justifier dans la situation actuelle du pays pour certains responsables. Je pense que ça aussi, c'est peut-être une étape qui devrait être étudiée par l'État. Et autre élément également qui fait que l'État doit donc de plus en plus continuer à rationaliser ses dépenses, c'est que les investissements doivent être orientés vers l'activité de l'économie, c'est-à-dire des investissements productifs. Il ne sert à rien de réaliser des investissements somptuaires qui n'ont pas de retombées économiques pour le pays. Ça veut dire qu'on a des ressources qui ont été orientées vers des secteurs qui ne créent pas un rendement, une rentabilité pour l'économie. Et donc tout cela doit faire l'objet d'une rationalisation par l'État. Mais quand le FMI insiste sur la fiscalité, sur la vérité des prix, sur la réduction du train de vie dispendieux de l'État, tout en insistant sur le fait que le Sénégal est très loin justement de ces fameux plans d'ajustement structurel, mais est-ce qu'on ne peut pas affirmer qu'à l'heure actuelle, compte tenu des injonctions faites par le FMI, que nous sommes dans un ajustement conjoncturel actuellement? Bon, l'ajustement non, c'est-à-dire qu'il donne une orientation, ce que devrait faire l'État, puisque le Fonds monétaire n'intervient pas, si vous voulez, dans un appui direct au niveau de l'État. Mais il donne des conseils en disant que, sur cette perspective, compte tenu donc des prévisions de croissance, l'État doit veiller, comme je l'expliquais tout à l'heure, à mieux rationaliser ses dépenses, mais également, l'État doit surveiller aussi, donc, si vous voulez, ses dépenses d'investissement et voir un peu comment mieux actualiser, si vous voulez, donc cette évolution économique, puisque à l'interne, l'État doit beaucoup aux entreprises. Et ça, c'est un élément sur lequel il faudrait qu'on revienne et qu'on puisse, si vous voulez, développer les conséquences justement de cette dette impayée aux entreprises. Quelles sont ces conséquences sur le plan social, mais aussi sur le plan économique et sur le plan même de la croissance du PIB. Donc cela, c'est important que l'État puisse donc trouver des solutions pour cette situation-là. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas dans un ajustement ni conjoncturel, et encore moins structurel, mais ce sont des prémices de conseils que le Fonds monétaire donne à l'État pour ne pas tomber sur une situation. Puisque nous sommes ici dans des situations d'indicateurs pour nous montrer que nous sommes dans une période qui permettra d'avoir une croissance, mais il ne faudrait pas que ce taux de croissance prévisionnel de 6,87% soit uniquement axé sur les politiques d'investissement de l'État. Parce que pour que ça soit donc inclusif, il faudrait que les deux mamelles de la croissance économique, que sont les entreprises et les ménages, puissent justement en bénéficier. Et c'est en ce moment que nous parlerons donc d'élévation du bien-être des populations. Alors nous ne parlons pas d'ajustement structurel ou encore conjoncturel, mais pour faire simple, quand le FMI demande à l'État d'appliquer la vérité des prix, quand on voit aujourd'hui que le prix du carburant a augmenté, quand on voit que le prix du ciment a augmenté, entre autres, aujourd'hui, est-ce que nous ne devons pas avoir peur de lendemain sombre? Cette population ne doit pas avoir peur quand même de lendemain un peu sombre. Pour ce qui concerne la vérité des prix, particulièrement dans le secteur des hydrocarbures, parce que c'est là où il est question de vérité des prix, il y a des phénomènes quand même qui sont indicateurs de redressement des prix, il faut le dire. Ce qui s'est passé au Golfe, qui a réduit la production de 5%, la production
mondiale de 5% par jour, l'Arabie saoudite, bien qu'il ait annoncé que les réserves pourront combler, ce n'est pas évident, en tout cas présage un marché qui va, sur le plan international, qui va quelque peu flamber. Ici en interne, le professeur l'a dit, ce phénomène combiné à la dette du secteur du pétrole, parce que la dette du secteur du pétrole est extrêmement lourde, elle tourne autour de 300 milliards, toutes dettes confondues. Les importateurs qui sont aujourd'hui dans une situation d'endettement très élevée pour leurs entreprises, conjuguée à la fluctuation des prix sur le plan international, cela veut dire que les entreprises ne pressent pas le pas pour aller importer du produit pétrolier pour approvisionner le pays. C'est cette situation qui nous inquiète le plus. Autant avoir des prix redressés que ne pas avoir du tout de produits. Parce que justement, si l'État ne fait rien pour résorber la dette, en partie, tout ou en partie, il y aura très certainement beaucoup d'entreprises dans le secteur qui ne pourront plus aller importer du produit pétrolier, soit du brut ou du produit fini. Cela va se traduire certainement par une pénurie. Et c'est ça qui fait le plus peur. Redresser les prix à un niveau raisonnable peut se comprendre, compte tenu de ce qui se passe sur le marché intérieur. Mais ne pas avoir de produits du tout dans le pays, c'est ça qui n'est pas compréhensible. Et c'est ça un peu qui nous fait peur. Et si l'État ne fait rien pour la dette, on risque en tout cas d'avoir des problèmes d'importation. Parce que beaucoup d'entreprises qui importaient des produits ne peuvent plus à cause de la dette. Il y a également des entreprises sénégalaises qui distribuent le produit à l'intérieur du pays et des transporteurs à qui l'État doit ce qu'on appelle la péréquation du transport. Parce que si le prix du produit coûte, si on a le même produit à Dakar qu'à Fongolébi, c'est parce qu'il y a justement une différence à payer. C'est cette péréquation-là que l'État n'a pas remboursée depuis 2016 pour certaines entreprises. Donc cela également se traduit à un endettement assez lourd pour les entreprises nationales et pour certains transporteurs. Donc la situation du secteur du pétrole, moi je crains moins un redressement des prix qu'une pénurie de produits pétroliers à cause de cette situation que je viens de décrire. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'État doit faire des efforts pour essayer quand même de rassurer sur ce plan-là. Ce qui ne sera pas sans conséquence. Ben oui. La conséquence, c'est que le Sénégal est un pays entièrement dépendant du pétrole. Tout dépend du pétrole. L'électricité, l'eau, les industries, tout dépend du pétrole. Donc, nous devons tout faire pour que le pays soit correctement approvisionné en produits pétroliers. S'il n'y a pas d'approvisionnement, l'économie s'arrête. Ça, il faut le dire de façon très claire. Donc, je crois qu'il est important. Si les entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour supporter l'endettement, justement, c'est à cause de cette situation. Mais il y a également les leçons à tirer de cette situation. On avait créé le FSE, le Fonds de soutien à l'énergie, au secteur de l'énergie. Le FSE était mis en place pour justement, si l'État décide, parce que c'est une bonne politique de vouloir maintenir les prix à la pompe, autant que possible, bien sûr, pour préserver les ménages. Si l'État décide de maintenir les prix à la pompe et que le prix sur le marché international baisse, le FSE engrange des fonds. L'État maintient les prix. Si le prix augmente, le FSE devait combler pour payer les pertes commerciales, c'est-à-dire les pertes d'importation. Mais malheureusement, quand il s'est agi d'amasser des fonds, ça l'a été, mais les fonds ont été, il faut le dire, détournés ailleurs. Au point qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont importé et qui devaient recevoir du FSE et de l'État la compensation, ça n'a pas été le cas et c'est ça qui a produit cet endettement assez lourd. Donc, il y a lieu de tirer les leçons, c'est-à-dire de réfléchir sur la gestion du FSE. Nous, acteurs sociaux, nous pensons que le FSE doit être cogéré
l'État est certes prioritaire, il a un droit de regard sur tout, mais nous pensons que le FSE doit intégrer les acteurs sociaux du secteur, les employeurs comme les travailleurs, pour voir exactement ce qui se passe. Moi, je sais que si la gestion était correctement faite, on n'aurait pas cette situation d'endettement lourd. On aurait pu justement jouer sur sur les fonds du FSE pour maintenir les prix, mais également pour éviter un endettement assez lourd. Alors, il a parlé justement de cette dette intérieure. Des voix se sont soulevées disant que la dette intérieure est catastrophique. D'aucuns même parler de 400 milliards à tort ou à raison. Alors, quelles conséquences cette dette intérieure peut justement avoir par rapport à l'économie? Bon, comme nous le savons, en général, tout État s'endette sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur, international. L'endettement intérieur, c'est l'ensemble en général des commandes que l'État effectue auprès donc des entreprises, que ce soit des commandes ou bien des services qui sont mis en place. Lorsque cet endettement pèse lourdement auprès des entreprises, cela a un effet négatif sur l'économie. Pourquoi? Parce que premièrement, ces entreprises en général empruntent auprès du secteur bancaire pour faire leurs activités, que ce soit leurs activités de fonctionnement sous forme d'emprunt de trésorerie ou bien leurs activités d'investissement. Mais il est évident que cette corrélation entre l'entreprise et la banque, basée sur les commandes effectuées par l'État, si donc dans ce trio, le troisième élément ne respecte pas les procédures fixées, donc l'entreprise aura des difficultés pour trouver des ressources financières auprès des banques, puisqu'il y a des endettements, des crédits qui ne sont pas remboursés. Donc, premier élément, ça veut dire que cela peut freiner la politique de développement de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise n'aura plus des possibilités d'emprunter, donc plus facilement en vue de lancer des programmes de développement. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'entreprise peut même être amenée à être asphyxiée, puisque la banque peut lui couper toutes les possibilités de trésorerie, ce qui fait que souvent, cette entreprise a des problèmes pour payer ses salaires par la suite, et même pour survivre. Souvent, on a vu des entreprises qui ont fermé leurs portes du fait même, justement, ou qui ont diminué, en fait, leur activité du fait même de cet endettement qui n'a pas été payé. Pour dire que l'État doit amener sa politique vers un règlement de la dette intérieure d'une manière régulière, c'est-à-dire ne pas rester plusieurs années sans payer les dettes de ces entreprises. Pourquoi? Parce que la troisième conséquence, c'est que ces entreprises qui ont pour objet de grandir, de se développer, d'investir, donc de créer des emplois. Ce qui fait qu'il y a moins de création d'emplois par les entreprises du secteur privé. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État n'a pas vocation à créer des emplois, mais ce sont les entreprises. Et si ces entreprises sont bloquées par justement cet endettement, cette dette non payée par l'État, évidemment cela pose un problème, cela pose plusieurs problèmes d'ailleurs pour ces entreprises. C'est pourquoi souvent en économie on conseille à l'État de mettre en priorité le règlement des entreprises installées sur le territoire national pour permettre donc le développement et la relance de l'économie. Mais il est évident qu'il y a d'autres contraintes aussi, parce que si nous prenons la dette extérieure, elle est lourde aussi, puisque cette dette extérieure, elle pèse. Si l'État ne répond pas aux échéances de la dette extérieure, évidemment sa signature risque donc d'être perturbée sur le plan international. C'est pourquoi, en général, l'État met sa priorité au niveau de la dette extérieure, qui se rapproche d'ailleurs également de 1000 milliards, donc du quart de notre budget. Voyez, si vous prenez le budget de l'État du Sénégal pour 2019, 4000 et quelques milliards, nous avons presque 40%, voire 45% de ce budget qui est consommé par deux postes. La dette extérieure, des échéances de paiement, et les salaires des fonctionnaires. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup de choses. Le reste, il faut faire des fonctionnements, il faut payer la dette intérieure et il faut également faire des investissements. Vous voyez, donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des postes qu'il faudra de plus en plus rationaliser. Et évidemment, l'endettement à l'extérieur, c'est normal. Un pays doit toujours s'endetter pour pouvoir mener une politique d'investissement, mais il faudrait que les ressources de cet endettement soient utilisées de manière rationnelle et à bon escient. Et évidemment, donc, est-ce qu'il faut faire un endettement pour faire des investissements? Est-ce que ces investissements s'avèrent nécessaires ou pas?
Si ça ne serait pas nécessaire, il ne sert à rien de s'endetter pour faire des dépenses d'investissement somptueux, etc., qui, en fait, ne rapportent pas grand-chose pour l'activité économique. Et donc sur ça aussi, je pense que ce sont des conseils en général qui sont donnés par les économistes dans ce cadre-là. Et nous pensons que, et j'insiste là-dessus, la corrélation entre la dette intérieure, le développement des entreprises et la consommation des ménages, ce sont des éléments qui sont essentiels. Si cette dette flanche, évidemment, nous avons l'impact sur les entreprises et sur la consommation et évidemment sur les créations d'emplois. Et pourquoi nous voyons souvent les gens dire qu'on a un taux de croissance de 7%, 6,8%, mais on ne le sent pas. Évidemment, puisque cet endettement a porté beaucoup plus sur des investissements d'infrastructures qui ont été réalisés par d'autres entreprises étrangères, où là aussi des conseils avaient été donnés pour que l'État mette des conditions dans les contrats justement de réalisation de ces investissements pour inclure des entreprises locales installées au Sénégal. C'est-à-dire que, comme le font en général beaucoup de pays, tout investissement qui doit être réalisé doit engager des entreprises, ne serait-ce que pour le transfert de technologie. Mais ça aussi, c'est essentiel. Il faut que l'État puisse arriver à cela. Il est évident que vous me direz qu'il y a des contraintes du fait que ce sont ces bailleurs de fonds qui apportent, qui vont réaliser les investissements, qui amènent leurs entreprises et ces mêmes entreprises amènent également leurs employés. Ce qui fait que nous avons, si vous voulez, ces difficultés de création d'emplois au niveau donc local. Et c'est sur ça que nous devrons normalement, que l'État, que le Sénégal doit travailler pour pouvoir sortir des procédures qui aideraient donc justement ces entreprises au niveau local qui sont installées, que ce soit des entreprises sénégalaises, des entreprises étrangères installées au Sénégal qui participent à la création de la richesse. Il faudrait que ces entreprises donc soient incluses donc dans les procédures de réalisation des projets de l'État. Et c'est nécessaire parce que les dragons de l'Asie du Sud-Est ont justement utilisé du transfert de technologie pour pouvoir aujourd'hui avoir des performances économiques qui nécessairement ont des répercussions dans le panier de la ménagère locale. C'est parce que ces pays ont imposé lors de l'installation ou lors des réalisations d'infrastructures par des entreprises européennes, américaines, ils ont imposé qu'il y ait justement l'alliage avec les entreprises locales. Ce qui fait que le transfert de technologie se fait plus facilement et les créations d'emplois au niveau local se fera également. C'est quand même réussi un pays comme la Corée du Sud. Hein? Effectivement. Et la Chine d'ailleurs. Cher Diop, avec la permission. Oui, vous vouliez... Oui, je veux simplement dire que sur la masse salariale, il faudrait bien qu'on fasse la part des choses. L'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique a prouvé que de 2000 à 2014, la masse salariale a progressé de 175%, pendant que le nombre de fonctionnaires n'a progressé de 54 ou 57%. Ça veut dire simplement que le salaire rétribué aux fonctionnaires ne fait pas flamber en réalité la masse salariale. Et il faut considérer que le salaire rétribué aux fonctionnaires est intégralement réinjecté dans l'économie, au niveau de la consommation. Donc il est important de payer des salaires pour les fonctionnaires. C'est même nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qui est évident au Sénégal, c'est que la fonction politique est mieux rémunérée que la fonction technique. Donc, il y a à regarder de très près dans cette masse salariale qui semble être trop importante. À y regarder de près, on se rendra compte, évidemment, que ce ne sont pas les petits gourgourous, les fonctionnaires, les enseignants et autres qui font flamber la masse salariale. Il y a lieu donc de réajuster. L'État est en train de poser des actes appréciables, quand même, il faut le dire, sur le plan du budget de fonctionnement. Les récentes déclarations du chef de l'État sur le fonctionnement de l'État, sur le train de vie de l'État, quand même c'est important. Si les décisions prises sont correctement exécutées, et regarder un peu dans la masse salariale ce qu'il y a lieu de rectifier, je pense qu'on ira vers des charges de l'État beaucoup plus efficientes.
Parce que si l'État donne des chiffres sur les véhicules, sur le téléphone et sur d'autres postes budgétaires qui sont extrêmement importants, je pense qu'il faut l'encourager vers justement de livrer l'information, la bonne information. Parce que le fait de livrer la bonne information sur les charges de l'État, moi je traduis ça comme étant une volonté de vouloir redresser, qu'il faut encourager. Absolument, et c'est une bonne politique d'ailleurs dans la mesure où c'est un bon démarrage de rationalisation des dépenses de l'État. Mais au niveau de la masse salariale, lorsque je parle justement de ce niveau, de cette importance de la masse salariale globale qui approche les 1000 milliards, c'est pas tellement les fonctionnaires de base qui tiennent, si vous voulez, la fonction publique. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des créations d'agences et de structures environnantes qui, en fait, si on calcule un peu le coût de ces structures, c'est là où on trouverait peut-être beaucoup plus une hausse exponentielle de masse salariale prise en charge par justement le Trésor. Hein, c'est surtout ça. Et je pense qu'après cette première étape de rationalisation des dépenses de véhicules, de téléphones, etc., je pense que l'État, quand même, le gouvernement, va continuer pour voir un peu certaines structures, agences et autres, qui peut-être sont souvent des doublons par rapport à des ministères. Il faut voir un peu comment les intégrer, les réintégrer et permettre donc une certaine diminution, si vous voulez, bon, je ne peux pas l'appeler parasitage, mais en fait c'est quelque chose qui est autour, où on crée des agences qui en fait font le travail qui devait être réalisé par les ministères. Ce qui fait que donc il y a un doublon. Il faut voir un peu comment regrouper tout cela pour mieux rationaliser ces dépenses. Parce que quand même, si nous avons près de 25% ou 26% donc du budget qui est consommé par les salaires de la fonction en général, de l'administration, c'est quand même assez élevé pour un pays comme le Sénégal, qui a beaucoup plus besoin de dépenses, d'investissement et de dépenses donc pour permettre une bonne consommation et de dépenses donc de développement, si vous voulez, des infrastructures et de développement des structures collectives permettant aux entreprises de pouvoir mieux évoluer. Alors oui, Monsieur Ba, ça a le mérite d'être clair. Il faudrait qu'on sache, aujourd'hui, d'après tout ce qui a été dit, on a l'impression que le Sénégal, quoi qu'on dise, n'est confronté à aucun problème de solvabilité, encore moins de planification de politique publique. Nous n'avons pas de problème de solvabilité. La signature du Sénégal est bien appréciée au niveau international. D'autant plus qu'actuellement, sur le plan international, il est facile d'emprunter. Les taux d'intérêt des marchés internationaux sont très bas. Et les investisseurs ont besoin de placer, les détenteurs de capitaux, ils ont besoin de placer leurs capitaux, puisque les taux tournent autour de 0 à 2% au niveau international sur les marchés européens et américains. Donc il est facile d'emprunter si on veut à tout moment. Mais normalement il ne faut pas emprunter parce qu'il est facile d'emprunter. On ne doit emprunter que parce qu'on a un objectif, surtout si on a un emprunt d'investissement à moyen et long terme, il faudrait que ça soit une réalisation d'infrastructures ou d'investissement et ne pas utiliser ces ressources dans les activités de consommation ou de fonctionnement. Parce que là aussi, ce sont des critères économiques qui le précisent. Maintenant, l'État, nous avons une bonne signature, l'État a la possibilité donc de pouvoir toujours continuer à s'endetter. Mais il ne sert à rien de s'endetter si on n'a pas des objectifs d'investissement ou bien des objectifs d'activité. L'autre élément également, c'est que maintenant, qu'est-ce que doit faire l'État? Nous avons deux points essentiels qui pèsent sur notre économie. C'est le niveau du chômage, surtout le niveau du chômage des jeunes. C'est extrêmement élevé et ça pèse lourdement dans la situation économique. Donc cet élément aussi, il faut que, bon, évidemment, dans tous les pays, les gouvernements essaient de trouver des politiques donc, de lutte contre le chômage, de création d'emplois. Mais comme je le disais tout à l'heure, les créations d'entreprises, la mise à disposition des moyens pour les entreprises, le paiement des dettes des entreprises
voilà des chemins qui permettront à ces entreprises de pouvoir avoir des boulevards de création d'activités et donc de création d'emplois. Maintenant, évidemment, l'État doit voir comment développer ses relations avec les patronats et avec les syndicats, comment mettre en place toute une politique avec des facilités pour ces entreprises, c'est-à-dire sur le plan des charges sociales, sur le plan de la fiscalité. L'État peut mener une politique pour permettre justement à ces entreprises de pouvoir s'ouvrir. Par exemple, les créations d'emplois seront conditionnées à une certaine facilité fiscale, une certaine facilité sur les charges sociales. L'entreprise sera plus ouverte pour pouvoir développer des activités et puis créer justement des entreprises qui vont accompagner donc le développement, créer des entreprises, créer des emplois qui vont accompagner ce développement. Mais maintenant tout cela va se faire sur la base d'une concertation employeurs, patronat, syndicats, État, pour mener à base donc sur la base donc de procédures la mise en place donc d'une politique de lutte contre le chômage, de création d'emplois. Et puis nous verrons qu'une fois que cela est fait, la consommation va se ressentir. C'est-à-dire que les nouveaux employés vont consommer et permettre aux entreprises de pouvoir vendre leurs produits. Donc vous voyez, c'est une chaîne donc, qui est liée entre ces trois parties, État, patronat, syndicat, et donc cela permettra aussi donc, de pouvoir créer, si vous voulez, de la richesse pour les ménages qui vont consommer. D'accord, très bien. Alors, pour booster une économie, il faut peut-être passer par des mécanismes, entre autres penser au secteur privé national, à justement organiser le secteur informel, ou bien même penser à un système bancaire sénégalais, entre autres. Mais que fait l'État du Sénégal par rapport à tout cela? Oui, autant d'éléments qui contribuent à booster l'économie. Mais faudrait-il les bien agencer pour qu'on puisse, au bout du compte, avoir un système performant. Aujourd'hui, dans les pays en développement comme le nôtre, le secteur informel est un secteur extrêmement important. Un secteur important pour lequel l'État ne fait pas suffisamment d'efforts pour accompagner. Beaucoup d'États, ce n'est pas propre à l'État sénégalais. L'État sénégalais a d'ailleurs commencé à faire des efforts en créant un ministère pour l'économie sociale, solidaire, quelque chose comme ça. C'est très important. Il faut bien que le secteur informel soit mieux encadré qu'il ne l'est aujourd'hui. Mieux encadré, leur permettre d'accéder à la créance, d'accéder au système bancaire, à un système bancaire, que ce soit un fonds créé par l'État ou au système bancaire traditionnel. Mais il faut bien que ce secteur-là soit d'une part formé, bien formé, mais également puisse déboucher sur un système bancaire qui puisse les accompagner. Ceci est extrêmement important. Aujourd'hui, le Sénégal a quand même tous les atouts pour aller vers une économie assez performante. Avec justement la nouvelle économie pétrolière qui s'annonce, si on fait suffisamment d'efforts sur le local content, sur le contenu local, avec la formation des jeunes, une formation adéquate des jeunes, bien cerner les métiers, les petits métiers du pétrole, les métiers intermédiaires, et mettre l'accent sur la formation des jeunes. Je pense que dans 2-3 ans, on pourra avoir beaucoup de visibilité sur l'emploi des jeunes, sur l'économie, mais également il faudrait que l'État essaie de préparer cette nouvelle économie pétrolière en tenant compte de l'entreprise nationale, du capital national. Le capital national doit être pleinement intégré dans cette nouvelle économie pétrolière. Je pense donc qu'aujourd'hui, l'État a intérêt à mieux encadrer le secteur informel, à mieux préparer la jeunesse en termes de formation, mais également à mieux intégrer notre capital privé national. Pour les entreprises qui viennent investir, il faudrait que ces entreprises-là
prennent en compte. Il y a des pays où une entreprise ne peut pas venir investir sans être en joint venture avec le capital privé national. Moi, je pense que c'est des pistes à explorer pour booster notre capital privé national. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'un pays ne peut pas se développer sans une bourgeoisie nationale. Mais une bourgeoisie nationale patriotique, bien sûr. Entrepreneuriale. C'est déjà un bon pas pour justement développer l'économie. Oui, il est important parce que quand nous parlons de l'économie d'un pays, il y a des instruments qui participent justement au développement de cette économie. L'instrument bancaire, on a parlé tout à l'heure, c'est un élément essentiel pour les entreprises, puisque c'est la banque qui finance l'activité de l'entreprise. Si l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, puisque l'entreprise doit être fiable vis-à-vis de la banque, si l'entreprise n'a pas est endettée auprès de sa banque du fait des dettes non payées par l'État, donc cette entreprise aura des difficultés pour booster donc son programme de développement, son plan d'action. Donc la banque normalement a son rôle principal, c'est le financement de l'économie. La banque n'a pas un rôle d'intervention sur les marchés financiers. C'est ce que nous voyons pour nos banques d'ailleurs. Nos banques interviennent beaucoup plus sur le marché financier de la BRVM. C'est là-bas où elles placent beaucoup plus leur argent. Il y a moins de risques. Ce sont des taux d'intérêt qui sont acceptables, 5-6%, alors que sur le plan international, les taux sont à 0,5-2% au maximum. Et donc, là, elles placent leur avoir alors qu'elles sont, à contrario, elles ne respectent pas, si vous voulez, leur objectif, puisque leur objectif, c'est de financer l'économie. Et financer l'économie, c'est financer l'entreprise et financer le ménage. Le ménage, je comprends par ménage, le consommateur, c'est-à-dire le travailleur qui doit recevoir des crédits en général pour sa consommation et des crédits pour ses équipements, etc. Et les entreprises. Les entreprises ont besoin des financements bancaires. Si maintenant les banques se détournent beaucoup plus de leur fonction de financement de l'économie, évidemment, cela pose des problèmes. Donc, l'État, à travers le Trésor, la Banque centrale, doit voir un peu avec donc le patronat, les entreprises, voir comment mettre en place une politique de financement, même si l'État doit participer, si vous voulez, à une certaine bonification des interventions bancaires pour mieux les orienter vers le financement des entreprises. Puisque tout à l'heure, on parle du secteur pétrolier qui devrait pouvoir créer, si vous voulez, des entreprises qui vont intervenir donc sur toute la filière, depuis la production jusqu'au dernier produit de consommation. Évidemment, pour cela aussi, il faut que nous mettions en place ici des infrastructures de production. Parce que sinon, ce que nous risquons d'avoir, c'est que ce sont des produits bruts qui vont quitter ici pour aller directement à l'international. Ce qui fait que, bon, on aura des ressources, des recettes qui vont venir à l'État, mais il n'y aura pas, si vous voulez, l'impact inclusif, donc de création de structures d'emploi, de structures de consommation. Et c'est sur ça peut-être que les syndicats et le patronat local doivent se battre avec l'État pour qu'il y ait l'installation de ces structures. Justement, oui. Les travailleurs ont prévu ce cas de figure depuis plus de 10 ans, parce que nous sommes du secteur. On savait que les recherches étaient prometteuses et qu'il y avait de fortes probabilités d'avoir du pétrole au Sénégal. C'est en ce moment-là qu'on a voulu fermer notre raffinerie. Ce sont les travailleurs qui se sont levés pour dire non à la fermeture de la raffinerie parce qu'on ne voulait pas vivre le même scénario qu'a vécu les Nigériens. Le Nigeria est un grand pays producteur de pétrole sans raffinerie. Mais importateur. Voilà. Tout récemment, d'ailleurs, ils ont attaqué certains importateurs parce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fraudé pour des centaines et des centaines de milliards de dollars qui sont passés entre les mailles du Trésor. Donc, c'est ce qu'on a voulu. Parce que beaucoup de partenaires financiers et techniques font en sorte que pour les pays comme le nôtre, quand ils ont du pétrole, ils font tout pour fermer les raffineries qui existent. Pour nous mettre dans une posture d'exporter l'ensemble de notre brut pour importer des produits finis. Ce schéma, les travailleurs du pétrole l'ont combattu depuis plus de 10 ans pour le maintien de la raffinerie. C'est ce qui était actionnaire au niveau de la raffinerie, refuser d'investir. Heureusement, aujourd'hui,
que la raffinerie est tombée entre les mains du capital privé national. Ça, c'est à souligner, c'est extrêmement important. Ce sont eux maintenant, les nouveaux tenants de cette raffinerie, qui sont en train de se déployer pour justement rendre performante la mise à niveau de notre raffinerie, pour pouvoir avoir la possibilité justement de traiter tout le brut que le Sénégal aura à explorer. Ça, c'est extrêmement important. N'eût été ça, on aurait fermé là ça, et après, on découvre le pétrole pour l'exporter. Ce schéma-là, nous l'avons toujours refusé. Il est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est vrai qu'il y aura du brut qui sera importé. Si la SAR ne peut pas tout traiter, donc il faut prévoir une deuxième raffinerie. Nous sommes pour que tout le brut soit traité sur le territoire national. Ainsi ferait du Sénégal un hub pétrolier pour la sous-région. Sur le système bancaire, tout à l'heure, professeur, moi j'ai constaté que le système bancaire sénégalais ne prend pas en compte le secteur de l'agriculture, un secteur extrêmement important. Le système bancaire actuel ne finance pas l'agriculture. Il y a une seule banque agricole et elle est nationale. Mais pourquoi donc accorder toutes les faveurs aux banques privées qui ne s'occupent que de leurs propres intérêts et laisser en rade les banques qui, on devrait trouver un système qui impose à l'ensemble des banques et le financement de l'agriculture, de l'industrie, mais également pour pouvoir profiter du marché bancaire sénégalais. Mais ils profitent du marché bancaire sénégalais sans se soucier du développement de l'agriculture. Notre agriculture n'est pas financée, notre agriculture n'est pas encadrée correctement pour son développement. Oui, effectivement, parfait. Alors, nous allons y revenir, voilà, mais si ça sera... Alors oui, donc oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, ça veut dire que, en fait, le secteur bancaire, c'est un secteur qui fonctionne depuis les années 60 selon le même principe. C'est-à-dire, donc, c'est beaucoup plus des banques commerciales qui cherchent le profit rapide. Je vous ai parlé tout à l'heure de leur intervention sur les marchés financiers. Maintenant, lorsqu'on parle de la politique agricole, évidemment, les autres banques participent, mais petitement, dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit consortial agricole. C'est-à-dire que c'est la banque agricole qui est la maison mère, la banque mère, et qui reçoit les autres subsides provenant des autres banques. Mais très faiblement, puisque le financement de l'économie, normalement, on doit arriver à une situation, puisque l'activité privée, le chef d'entreprise privée, puisque une banque c'est une entreprise privée, une banque commerciale privée, le chef d'entreprise privée cherche à rentabiliser donc ses capitaux. Donc on doit arriver entre l'État, le patronat, les syndicats, mais également le secteur bancaire pour voir un peu comment les banques doivent financer l'essentiel de l'activité économique aux entreprises et aux ménages par rapport à leurs ressources. C'est-à-dire ne pas utiliser une bonne partie de leurs ressources vers des placements sur les marchés au détriment du financement de l'économie. Mais là aussi, il faut que les entreprises soient fiables vis-à-vis des banques. Et que donc, je reviens là-dessus, que l'État apprenne à payer le plus rapidement possible ses dettes aux entreprises installées dans le pays. Alors, il a parlé d'un point, il a parlé d'agriculture, vous avez déjà largement parlé de ça, mais on a l'impression quand même qu'ici au Sénégal, l'agriculture est un peu laissée en rade des fois. Au niveau agricole, nous avons en fait ce qu'on a appelé pendant longtemps la monoculture, c'est-à-dire de l'arachide, où il y a des financements qui sont effectués sur le plan des engrais, les semences, les engrais, à travers donc la banque agricole, avec l'appui des autres banques, assez minime peut-être, mais quand même avec l'appui des autres banques sous forme de crédit consortial. Mais ce que nous avons noté, c'est que cette production agricole de monoculture a rencontré des contraintes sur le plan international, puisque le produit, en fait, l'arachide, connaissait des difficultés de placement à l'international. Et d'ailleurs, au milieu des années 80, l'État s'est beaucoup réorienté vers d'autres spéculations de production. C'est ainsi que certains autres produits ont été développés, mais on voit tout de suite que les agriculteurs ont été habitués, si vous voulez, à cette monoculture ou qu'on a appelé donc la culture de rente, puisque le revenu
était payé immédiatement dès que la production est placée au niveau, donc avant des coopératives et au niveau des structures donc de commercialisation et de transformation. Mais maintenant nous voyons que ce produit, si vous voulez, qui était essentiellement le produit d'exportation du Sénégal sur le plan agricole, ce produit donc a connu des difficultés et même a été dépassé par d'autres spéculations telles que les produits de mer, tels que également les produits de phosphate, etc. Donc ce qui fait que l'agriculture, si vous voulez, connaît des difficultés à cause justement de la nature de cette monoculture. Maintenant, il faudra, l'essentiel pour l'agriculture, si nous avons les moyens, c'est de pouvoir diversifier. Et pourtant, le Sénégal est entouré de fleuves. Nous avons le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Casamance. Mais des connexions peuvent se faire pour permettre donc d'avoir de l'eau durant toute l'année, ce qui permettrait de développer d'autres spéculations de culture à l'exportation. Mais cela demande des investissements importants et je pense que nous ne devons pas, comme nous avons l'habitude de le dire depuis quelques 2 à 3 ans, nous focaliser uniquement sur le pétrole. Nous savons que le pétrole, c'est une production qui, le plus souvent,